Vous avez vu cette femme, elle est étonnante, elle a une bouche, elle gueule, elle a une poitrine, c'est Bécassine. Mais une Bécassine complètement revisitée, hein. Songez que la première Bécassine, 1905, n'a pas de bouche, n'a pas de sexe, n'a pas de bouche, elle ne parle pas, elle s'appelle Annick Labornay. Vous imaginez Labornay? Ben, je crois qu'avec ces deux images, la Bécassine silencieuse, même si Pinchon va la faire au fil des livres parlés, et cette Bécassine gueulante dessinée magnifiquement par Alain Le Guernec en 1980, c'est une affiche de PSU. Ben, voilà, à la limite, je pourrais m'arrêter là, de la honte à la fierté. Et elle est fière, cette brave Bécassine. Voilà. Et je voudrais justement un petit peu réfléchir, même si évidemment on a chacun très peu de temps, sur ce extraordinaire renversement d'image. J'ai appelé ça de la honte à la fierté. Et le point de départ, c'est ce livre, Fils de Plouc. Tout est dans le titre aussi. Hein. Et j'ai trouvé dans ce livre de Jean Roux, je vous recommande, tome 1, tome 2, tome 3, aujourd'hui c'est un honneur d'être breton. Voici ce que proclame donc Jean Roux dans ce livre au titre aussi bref que parlant, Fils de Plouc. Alors ce livre est paru en 2005 et il explique, je pense que vous l'avez lu, enfin certains d'entre vous l'ont lu, il explique, je cite, que jusqu'aux environs de 1970, nous étions un anti-modèle pour tout le monde. Voilà. Je dirais que c'est là, en très peu de mots, une des clés de ce que j'appellerais le paradoxe breton. Un extraordinaire paradoxe en forme de formidable renversement d'image. Et ce renversement d'image a eu lieu, on y sent que je suis historien et inscrit donc dans la durée, dans un moment très court finalement à l'échelle des temps historiques. Ça s'est passé, je dirais, dans ce que j'appellerais les années 68. Alors qu'est-ce que c'est les années 68? Ça va en gros de la fin de la guerre d'Algérie, 1962, jusqu'aux années Mitterrand, quand la Bretagne vote à gauche. Là aussi, renversement extraordinaire. La Bretagne, apparemment réactionnaire, catholique, hyper branchée chouane, vote Mitterrand. Et continue, hein, d'une certaine façon, à voter à gauche. C'est-à-dire qu'on est passé, en une dizaine d'années, moins d'une génération, de ce que j'appellerais de la plouquerie, excusez-moi de ce mot, et même de la honte à la fierté. Alors, c'est tout l'objet du livre que j'ai écrit. Alors, il faut y expliquer, il faut comprendre, évidemment. Et pour comprendre cette révolution d'image, d'abord, première idée, je pense qu'il faut rappeler qu'aborder l'histoire de la Bretagne, on l'a suggéré d'ailleurs. La Bretagne n'est pas enseignée, ni dans le primaire, ni dans le secondaire. Et en fait, aborder l'histoire de la Bretagne ne va pas de soi, parce que cette péninsule extrême ouest de l'Occident européen, d'ailleurs les cartes sont très intéressantes, les cartes qu'on a vues ne centrent pas sur Paris. Dans notre mental à nous, on a Paris, la capitale, et la Bretagne très loin là-bas à l'ouest. Mais si on renverse l'image, la Bretagne devient un centre. On n'a pas cessé de le dire depuis ce matin. Or, cette histoire, je dirais, a été victime de multiples préjugés, à commencer, je dirais, évidemment, par un fort déficit d'identité. Fils de Plouc, hein, je rappelais ce titre. Et la première de ces raisons, c'est que, et vous le savez sans doute, l'histoire est très souvent l'histoire des vainqueurs. Les vaincus ont peu de place à la parole et à l'identité. Or, l'histoire de France, c'est l'histoire des vainqueurs. Et l'histoire de France, cette France qui se dit une et indivisible, est avant tout une histoire étatiste. Et j'ai besoin de vous dire que l'histoire de France est construite par la tête, par l'État, par la langue, le français, jacobine, parisienne, et je dirais qu'elle a eu longtemps tendance à absorber les régions, à les phagocyter, en niant tout à la fois leur personnalité et leur histoire. Et pour vous faire mieux comprendre, je prends le règne de Louis XIV. Je connais un peu Louis XIV, hein, je suis un peu schizophrène. J'ai écrit Louis XIV de Versailles, évidemment. Eh bien, pourquoi toutes les études sur Louis XIV commencent presque toujours de la même façon? Première partie, le roi, l'État, l'administration, le centre. Mais rarement, elles prennent la province comme point de départ. Et pourtant, je dirais que cela changerait complètement les perspectives. Car j'oserais dire que le Louis XIV de Versailles n'est pas du tout le Louis XIV de Carré. Et le Louis XIV de Carré, c'est celui-là, qui est derrière vous, devant vous. Et ce Louis XIV de Carré, c'est un tableau que je vous invite à aller voir à Rennes, au musée des Beaux-Arts, tableau extraordinaire qui représente la révolte des Torébènes, la révolte des Bonnets Rouges, et vous voyez un char terrible qui roule sur un tas de cadavres, une ville en flammes, et puis l'allégorie de la justice qui s'en fout complètement des Bretons.
c'est évidemment une allégorie très très forte du poids de cet État jacobin central, un et indivisible, on pourrait déjà le dire, au temps de Louis XIV, après tout, on lui a fait dire que l'État c'est moi, même s'il n'a jamais prononcé cette phrase. Alors voilà la première raison de la difficulté de parler de l'identité bretonne, l'histoire des vainqueurs, l'histoire des vaincus, l'histoire écrite par les vainqueurs. La deuxième raison de ce déficit d'identité, c'est, voilà, je dirais qu'il est à rechercher en Bretagne elle-même. Et ce déficit d'identité, c'est, je dirais, la mauvaise conscience de la part des Bretons, mauvaise conscience de leur langue, ils baragouinent, de leur manière d'être, de faire, de penser, ce sont des ploucs. Et cette identité négative intériorisée, en quelque sorte, intègre, je dirais, une triple infériorité, inscrite dans la très longue durée. On va voir de plusieurs millénaires. Je vous donnerai, j'espère que j'aurai le temps, ce que j'appelle une tête de série, c'est-à-dire les premiers textes qui parlent des Bretons. Et vous allez voir que c'est terrible. Infériorité culturelle, infériorité linguistique, infériorité sociale. Je traduis. Les Bretons sont globalement des paysans, c'est vrai, à 90% pendant très longtemps, jusqu'aux années 1920, 30, 40, alors que le modèle, c'est celui des habitants des villes. Les Bretons sont pauvres, c'est vrai, 19e siècle notamment, quand s'étalent les richesses des bourgeoisies conquérantes, les Bretons parlent des langues infériorisées et ils pratiquent des formes dévalorisées de culture. Ils sont donc bien Bretons, mais tout dans leur identité, cette identité-là, qui est l'objet de mon livre, est porteur de négativité. Or, cette mauvaise conscience, je dirais, elle s'est accélérée au XIXe siècle et au XXe siècle, en gros jusqu'aux années 1960, alors que la péninsule est en régression économique par rapport aux grandes évolutions du temps. Un seul exemple, la révolution industrielle passe largement à côté de la Bretagne. C'est-à-dire qu'à la triple infériorité que je viens d'évoquer, culturelle, linguistique, sociale, s'ajoute une quatrième infériorité, que j'appellerais une infériorité tout simplement économique. Et le XIXe siècle est là porteur de sens, évidemment, et notamment pour la Bretagne rurale, et plus particulièrement la Basse-Bretagne. C'est un siècle de misère, de pauvreté. J'ai trouvé une phrase très simple de Gustave Flaubert, qui fait un voyage avec son ami jeune en Bretagne, je recommande ce livre, et il écrit, on est en 1847, « La Bretagne semble regarder passer la civilisation nouvelle comme un spectacle sans applaudir ». Vous voyez cette image, comme si la France accélérait et la Bretagne restait là figée dans une sorte d'archaïsme de musée vivant. D'ailleurs, allez voir les Bretons, dit-on, à Paris, et vous verrez des Iroquois, des Hurons, et j'exagère à peine en les comparant aux Indiens. Alors le symbole, évidemment, c'est Bécassine. Mais la première Bécassine, par rapport à celle que je vais montrer, regardez là, elle n'a pas de bouche. Elle s'appelle Anaïque Labornée. Elle est décidée par Émile Joseph Porphyre Pinchot en 1905, dans la semaine de Suzette. Elle est née à Clochelet-Bécasse. Et c'est exactement contemporain du sombre XIXe siècle breton, à l'époque où la plupart des paysannes et des paysans prennent le train. Le train arrive à Brest en 1865, et là, la chronologie est tout à fait évidente. On débarque à Montparnasse, et on devient bécassine, ou prostituée, un peu moins, mais beaucoup de bécassines. Donc vous voyez, il y a là une réalité sociologique qui est parallèle à cette image terrible qui a stigmatisé les Bretons. Et je précise que dans cette période très difficile du 19e et 20e siècle, la Bretagne a dû faire face à des chocs terribles, de multiples chocs qui ont, je dirais, frontalement, cette fois, mis en cause leur identité. Premier choc, l'école. Alors, c'est un peu paradoxal de parler de l'école. Après tout, moi, je suis un fils de la République, et c'est grâce à l'école que je suis devant vous. Mais tout de même, il y a une autre école que cette école, je dirais, républicaine, glorieuse. Que signifie-t-elle pour la Bretagne? Alors pour le comprendre, je vous signale cet autre livre que j'espère que tout le monde a lu, qui est extraordinaire, ne serait-ce que le titre, Composition française. Comment composer justement l'identité française et l'identité bretonne? C'est Mona Ozouf. Et dans ce livre que je trouve magnifique, Mona Ozouf explique, vous le savez bien, à quel point elle a vécu, non sans difficulté, à Plouar, le bourg de son enfance, non loin de Saint-Brieuc. Elle est fille de deux instituteurs, ce qu'elle a vécu comme un écartèlement entre la culture bretonne, défendue notamment par son père, Yann Soyer, militant de la langue bretonne, qu'elle a peu connu, il est mort en 1935, et par sa grand-mère,
Et la culture française défendue notamment par sa mère, qui enseigne à l'école, la même école, le français. Et elle explique, Mona, la petite Mona, il y avait la langue bretonne, la langue de la maison, de l'intimité, de la tradition, la langue française, cet état un et indivisible, la langue de la civilisation, mais aussi de la promotion sociale. Écartèlement, comment faire de cette double identité vécue dans sa chair dès son enfance? Comme si, en quelque sorte, deux patries cohabitaient dans le même corps, dans la même personne. Et c'est ce qu'a vécu Mona Soyer, enfant. C'est pour ça que ce livre, pour moi, est tout à fait emblématique du thème, du sujet que j'essaie de traiter. La petite patrie, dit-elle, bretonne, chère à son cœur, incarnée par sa grand-mère, son costume, sa coiffe, sa langue, ses savoirs multiples, tout en elle parlait donc de l'identité bretonne. Et puis la grande patrie, celle qui recouvre la petite patrie, la grande patrie française, chère à son esprit. Le corps et l'esprit, une sorte de contradiction, d'écartèlement. Et Mona Ozouf écrit la tension entre l'universel et le particulier, si caractéristique de notre vie nationale, j'ai dû la vivre et l'intérioriser, non sans trouble ni perplexité, encore aggravé par un troisième enseignement, celui de l'Église. Parce que je n'ai pas encore parlé de cette tutelle extraordinaire. En Bretagne, l'Église, la cléricalisation d'une certaine façon, et de la société, tout le monde en Bretagne voudrait avoir un fils clair, formidable, promotion extraordinaire, la possibilité d'échapper à la paysannerie, cette église tutélaire qui remplit évidemment les églises avec un petit E, jusqu'aux années 60, là aussi encore. Voilà. Et alors, elle explique, et je cite toujours Mona, que l'école, dès la cour de récréation, est le lieu où l'on oublie d'où l'on vient, où s'efface la singularité taciturne de la maison, où on se sent comme tout le monde. Et sa conclusion, elle est terrible, et c'est le point de départ de mon livre, il s'agissait de croyances désaccordées, et pour moi d'une existence à codes multiples, dont résultait un persistant inconfort. Et je dirais qu'au-delà de ce microcosme que représente Ploie, partout en Bretagne, comme dans le reste de la France, se sont créées dans les années que j'appelle les années Jules Ferry, 1880, des écoles communales dont les programmes uniformes dans toute la France ont nié l'existence de la langue bretonne au profit de la seule langue qui compte, la langue française, la langue des classes dirigeantes. Et je le rappelle, moi qui suis aussi historien de l'État français s'est construit par la tête, par la langue, par l'État. Alors qu'en Italie, par exemple, ça s'est construit par la nation. L'Allemagne aussi, plus tard, d'ailleurs, au XIXe siècle. La France, non. C'est un État qui a imposé, en quelque sorte, sa marque, dont la langue est un des vecteurs essentiels. Et je dirais que tout régime confondu, il y a eu cette attaque de la langue. Régime monarchique, régime impérial, régime républicain, et j'en ai pris quelques exemples. 1831, regardez, les préfets du Finistère du Côte du Nord envoient la lettre suivante à M. Montalivet, ministre de l'Instruction publique, et que dit-on? Il faut par tous les moyens possibles favoriser l'appauvrissement, la corruption du breton, jusqu'au point que d'une commune à l'autre, on ne puisse pas s'entendre. C'est alors la nécessité des communications obligera le paysan à apprendre le français. Il faut absolument détruire le langage breton. Et il y a comme ça des dizaines, je les ai collectés dans mon livre, des dizaines d'ordres. 1903, là on est en pleine Troisième République, créons pour l'amélioration de la race bretonne quelques-unes de ces primes que nous réservons aux chevaux et faisons que le clergé nous seconde en accordant la première communion aux seuls enfants parlant le français. Et détruire par l'Église, en quelque sorte, cette identité bretonne dont la langue est un des vecteurs. C'est l'époque où, dans certains lieux publics, une pancarte, vous en avez ici un exemple, c'est bien connu, mais il faut le rappeler tellement ça nous paraît étrange. En 2013, en 2023, il est interdit aux élèves et de cracher par terre. Le second choc, et je vais vite parce qu'il me reste 5 minutes, c'est la guerre, la Première Guerre mondiale, terrible Première Guerre mondiale, hein, qui a été évidemment une traînée de sang dans la société bretonne, mais aussi, je dirais, une accélération de l'histoire par, comment dire, la francisation presque forcée. Beaucoup de poilus qui étaient des paysans bretons se sont retrouvés face à des jeunes hommes d'autres régions. On a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé, et donc une prise de conscience, oui, de la nation se fait à l'intérieur même des tranchées. Vous avez ici une image terrible hein, de
de ce sang terrible. On pensait 240 000 morts, on fait maintenant, on sait que c'est 140 000, mais c'est terrible. Parce que l'une des conséquences, ça a été évidemment la déperdition de la langue. Vous avez ici une des images des Guersiou, hein, c'est ces champs développés un peu partout en Bretagne et qui étaient un véhicule formidable d'identité et de culture. Tout ça c'est mort. Alors je vais très vite, là il me reste 3 minutes. Je me sers de Pierre-Jacques Esselias qui explique très très bien dans son livre Le Cheval d'Orgueil, 1975, il y a une fois de plus. J'aurais pas le temps, mais j'avais fait un gros plan sur justement ces années-là, fondamentales, ce que j'appelle 68, 62, 80, où tout bascule, une véritable révolution invisible, aussi importante que la révolution de 1780. Et là, j'ai tenu à mettre, et je vais peut-être m'arrêter là, parce qu'il y a presque 20 minutes, c'est une photo qui me tient à cœur, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère qui est au centre de l'image, vous voyez, c'est une fête de l'après-guerre 1919, tout est là sur ce bascule provoqué par la Première Guerre mondiale. Il y a encore des coiffes, il y a encore le bidou, la bombarde, mais il y a déjà les costumes civils qui, en quelque sorte, en serrent qui sont en bretonne, si je puis dire. Donc vous avez là justement cette transformation, cette accélération extraordinaire de l'histoire et ce brouillage de l'identité qui va pas cesser, évidemment, tout au long du XXe siècle. Alors je vais peut-être aller vite là pour quand même terminer, vous m'accordez une minute ou deux. Voilà, j'ai essayé d'établir la généalogie des images négatives des Bretons. Parce que ces images négatives circulent. Et il faut trouver une tête de série. Là, je crois avoir trouvé cette tête de série, et je voudrais qu'on la regarde ensemble parce que c'est assez extraordinaire. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être pas. Il s'appelle Hermod le Noir. Hermod le Noir, qui est-il? C'est un lettré aquitain. Il a vécu entre 790, vous voyez, c'est il y a longtemps, plus d'un siècle, pratiquement et demi. Il est mort en 1838, et il a consacré à Louis le Débonnaire. Alors Louis le Débonnaire, ça ne dit pas grand-chose, c'est le fils de Charlemagne. Et Louis le Débonnaire succède à son père, et Louis le Débonnaire a tout fait pour lutter contre les Bretons, évidemment. Bretons résistants, hein, c'est déjà Bécassine là, qui lève le point. D'ailleurs, très intéressant, l'image négative des Bretons, c'est parce que justement ils résistent et que les vainqueurs ne supportent pas que des vaincus osent en quelque sorte prendre la parole plus fort qu'eux. Et alors, dans Hermod le Noir écrit le poème historique en l'honneur de Louis le Pieux. Et c'est un poème extraordinaire. Alors, je vous donne ici un scoop. Je dirige une collection d'histoire chez Champvallon et je vais publier à la rentrée une thèse remarquable de Johan Roule qui a passé une grande partie de sa vie sur ce poème justement de Louis le Pieux. Et donc le livre va paraître l'an prochain, à la rentrée. Et écoutez ce texte. Voici les Bretons. Qui sera la conclusion. Qui sera la conclusion, peut-être? Oui, ça sera la conclusion. Je m'excuse, c'était à peine l'introduction, mais tant pis. Voilà, mais ça vaut la peine. Écoutez ça, c'est l'ADN de l'image honteuse des Bretons, mais vue par les vainqueurs. Cette nation trompeuse et superbe s'est montrée jusqu'ici rebelle et sans bonté. Dans sa perfidie, le Breton ne conserve du chrétien que le nom, les œuvres, le culte, la foi. Il n'en est point chez lui. Les orphelins, les veuves, les églises n'ont rien à attendre de sa charité. Chez ce peuple, écoutez ça, le frère et la sœur vivent dans une infâme union. Le frère enlève la femme de son frère. Tous s'abandonnent à l'inceste. Et nul ne recule devant aucun crime. Il faut lire ça, hein. Ils habitent dans les bois, n'ont d'autre retraite que les cavernes, et mettent leur bonheur à vivre de rapine comme les bêtes féroces. La justice n'est parmi eux l'objet d'aucun culte, et ils ont repoussé loin d'eux toute idée de juste et d'injuste, murmentent Morvan, et leur roi, si cependant on peut appeler roi, celui dont la volonté ne décide de rien. Voilà.